Oudriou, présidente d'Amnesty International France. Vous êtes enseignante en sciences de l'information et de la communication à Sorbonne, Paris-Nord. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour à tous et toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Non seulement pour le plaisir de retrouver des militants d'Amnesty International, mais aussi pour faire plein de belles rencontres. Et c'est vraiment en toute humilité que je vais m'adresser à vous. D'une part parce que je ne suis pas juriste de profession, c'est en devenant présidente bénévole que j'ai appris au fur et à mesure le droit international. Et puis aussi une humilité, je dirais plus encore, devant les témoins qui m'ont bouleversée depuis hier. Et donc je vais essayer d'être digne de ce que j'ai pu entendre depuis hier soir à la mairie de Metz. Lorsque j'ai préparé cette intervention, je savais bien que ça serait difficile de parler en dernier. Et d'autant plus après une journée durant laquelle des réalités terribles, parfois même insoutenables, seraient évoquées. Et je me suis dit, n'oublions pas le slogan historique d'Amnesty International, qui est « Mieux vaut allumer une bougie que maudire l'obscurité ». Et donc, je me suis décidée à construire cette intervention autour d'un fil rouge qui serait précisément de montrer ce que notre mouvement mondial de défense des droits humains, qui a tout juste 60 ans d'ailleurs, ce que ce mouvement international a pu apporter à cette lutte contre la torture qui est, je suis sûre que ici tout le monde en est bien d'accord, sans nul doute, la forme ultime de barbarie, de négation totale de la dignité humaine. Vous savez sans doute, pour Amnesty International, le combat historique a été de défendre ce qu'on appelle les prisonniers d'opinion, c'est-à-dire des personnes qui ont été arbitrairement arrêtées alors qu'elles n'avaient fait qu'exprimer leur opinion pacifiquement. Mais c'est aussi un mouvement de militants. C'est un mouvement qui a été créé au départ par un avocat et le déclic, tout comme le mien d'ailleurs, a été celui d'une indignation mêlée d'empathie, c'est-à-dire qu'on se met vraiment à la place d'une victime, mais aussi une foi dans le droit. On se dit que le droit, surtout avec une action collective, va pouvoir faire une différence. Et très rapidement, c'est aussi parce que ces militants ont été confrontés à la réalité de ce que vivent les personnes emprisonnées, c'est-à-dire non seulement les risques de torture, mais parfois également les menaces d'exécution, que l'urgence à agir a été celle d'intégrer dans notre mission, dès les années 70, la lutte contre la torture et aussi la lutte pour l'abolition universelle de la peine de mort, qui finalement est une forme ultime de torture. Alors pourquoi le rôle des ONG, donc organisations non gouvernementales, a-t-il été toujours aussi essentiel et finalement complémentaire des institutions internationales, créées depuis plus d'un demi-siècle au sortir de cette guerre qui a vraiment donné lieu à l'ultime barbarie qui est la Shoah. Pourquoi sommes-nous complémentaires finalement? Eh bien, par définition, une ONG, organisation non gouvernementale, n'est pas contrainte par les considérations économiques, diplomatiques, qui préoccupent tant d'États. Notre seule préoccupation, et en toute impartialité, c'est de défendre les droits humains au quotidien. Et donc, nous avons le pouvoir d'agir en indépendance, en toute indépendance, évidemment financière avant tout, grâce à nos donateurs particuliers. Aucun gouvernement, aucune entreprise ne nous finance. Mais cette indépendance à agir est absolument essentielle, car c'est grâce à cela que nous pouvons financer notre recherche sur le terrain, dans plus de 150 territoires dans le monde, mais aussi nous pouvons lancer des campagnes, mobiliser l'opinion publique et mêler ce travail de plaidoyer à celui de mobilisation militante. Donc, ce sont vraiment les deux piliers, je dirais, la recherche et l'action qui elle-même se déploient entre une mobilisation militante sur le terrain, mais aussi un travail de plaidoyer, soit auprès d'autorités nationales, soit auprès d'autorités multilatérales. N'oublions pas non plus, ça a été évoqué, je pense que c'était M. Pitti hier qui a parlé du photographe César, par exemple, ce photographe syrien tellement courageux qui a voulu prouver avec des photos l'existence de la torture, mais qui a dû fuir son pays. Donc à Amnesty International, nous n'avons jamais oublié la nécessité de protéger ceux qui défendent des droits humains en prenant tellement plus de risques que moi, par exemple, d'où cette humilité. Et donc, nous avons aussi un programme
pour parfois extraire les personnes de ce danger et pour garantir qu'elles puissent soit demander l'asile, soit en tout cas se mettre à l'abri pour un certain temps. Enfin, nous avons un statut consultatif auprès des Nations Unies, mais également d'autres organisations internationales, et cela nous donne un pouvoir extraordinaire, je pense. C'est l'une des choses qui m'a fait adhérer à Amnesty personnellement, c'est celui d'avoir un effet de levier de l'intérieur même de ces institutions et de continuer à écrire le droit international, rien de moins, et le faire progresser, nous l'espérons, même si c'est parfois très très lent. Et c'est d'ailleurs en grande partie notre action sur le plan du droit qui nous a valu ce prix Nobel de la paix en 1977. C'était déjà pour un mouvement considéré comme militant, donc un hommage aux militants, mais aussi un hommage à cette contribution au droit. Donc je vais vous faire quelques rappels historiques pour essayer de prouver ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des jalons, des avancées. C'est il y a près de 50 ans, rendez-vous compte, donc en 1972 précisément, que Amnesty International lançait sa première campagne contre la torture, qui s'intitulait « Rendre la torture aussi impensable que l'esclavage ». Nous étions plus optimistes à l'époque qu'aujourd'hui, car l'esclavage, malheureusement, existe toujours lui aussi. Mais dès le départ, notre action a été marquée par l'une des caractéristiques sur laquelle j'ai déjà insisté au moins à 2 reprises, qui est cette base militante, capable de se déployer sur le terrain pour aller vers le grand public et en appeler à la conscience des citoyens et à leur sentiment de solidarité internationale, d'aller au-delà des frontières. Et ceci nous permet de décupler les possibilités d'interpellation des autorités, soit celles qui ont elles-mêmes commis des atrocités ou qui sont responsables de violations, mais aussi des autorités, des États qui pourraient faire pression, avoir un effet de levier sur d'autres États qui ont commis des violations. Et depuis lors, nous n'avons cessé. C'est vraiment un combat permanent pour nous de dénoncer la torture, bien sûr, mais d'œuvrer à faire changer le droit pour la faire reculer. Et c'est dès 1973 que nous avons organisé une grande conférence internationale, à Paris, si je me souviens bien, à l'issue de laquelle l'ONU a adopté une première résolution dénonçant ce fléau. Et c'est d'ailleurs à cette époque, on voit encore le parallèle toujours avec le mouvement militant, que nous avons lancé ce qu'on appelle des actions urgentes. Donc ceux qui sont d'Amnesty voient très bien de quoi je parle, mais une action urgente, c'est effectivement sur la base du fait qu'on a un réseau de militants à travers le monde qui peut, dès lors qu'une alerte est lancée, envoyer des milliers et des milliers de lettres. Et aujourd'hui, on s'est modernisé, donc ce sont aussi des mails, voire l'application sur votre smartphone, pour pouvoir réagir très vite lorsque quelqu'un est à risque d'être torturé parce qu'il a été victime de disparition forcée, par exemple. Donc, cette résolution de 1973, extrêmement importante, a été vraiment un premier jalon avant l'adoption d'un texte très célèbre dont on a parlé bien sûr déjà lors de ce forum, qui est la Convention des Nations Unies contre la torture de 1984. Quelle date quand on pense aussi à George Orwell d'ailleurs et son roman. Et là encore, en toute humilité, il faut reconnaître que c'est aussi le fruit d'une action continue de notre mouvement, avec cette combinaison, là encore, de mobilisation militante et plaidoyer. Et il est important de voir en quoi c'était un progrès extraordinaire, cette convention, dans le sens où, déjà, on devait enfin avoir véritablement une définition. Or, nous n'oublions jamais, pour pouvoir combattre un mal, encore faut-il pouvoir le nommer et être sûr qu'on s'entend sur ce que c'est. Ce qui n'est pas le cas du terrorisme, par exemple, aujourd'hui, un terme qui peut être instrumentalisé par des personnes qui, parfois, sont à la tête d'États, finalement, qui sont eux-mêmes terroristes. Je regarde des Syriens, je pense qu'ils voient de quoi je parle. Donc, définition, ça c'est extrêmement important. Je ne vais pas vous l'infliger aujourd'hui, car je pense qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler. Je rappellerai juste que c'est bien sûr des douleurs, des souffrances aiguës, physiques ou mentales, c'est important de le rappeler, qui sont intentionnellement infligées. Et ce qui est important aussi, c'est de se rappeler la dimension que c'est fait par un agent dans un système, l'agent d'une fonction publique par exemple, ou en tout cas une personne agissant à titre officiel. Donc ce sera vraiment très important pour de longues années à venir d'avoir cette définition sur laquelle on peut compter, même si elle peut elle aussi évoluer, notamment en intégrant le viol, comme ça a été le cas par la suite avec la Cour pénale internationale. Mais en tout cas, une grande avancée en cela, et également une autre avancée qui est celle d'introduire le principe de compétence universelle de façon
a commencé à réellement devenir sérieux dans la lutte contre l'impunité, qui suppose que lorsqu'un tortionnaire, un bourreau s'est enfui de son pays, eh bien on puisse le retrouver, on puisse le traduire en justice, le traquer littéralement et le mettre devant des tribunaux avec bien sûr un procès équitable. C'est pas moi qui le dirais le contraire, mais en tout cas, où qu'il se trouve, il puisse rendre justice aux victimes. Donc en 1984, nous avons de nouveau lancé une grande campagne mondiale sur la base d'un rapport, comme toujours, qui s'est intitulé « La torture, instrument de pouvoir, fléau à combattre ». Important de se rappeler que c'est un instrument de pouvoir. Et après un travail de plaidoyer intense auprès des États pour les pousser à ratifier cette convention, elle a pu enfin entrer en vigueur le 26 juin 1987. Donc 26 juin, évidemment, ça vous dit quelque chose puisque c'est devenu 10 ans plus tard cette journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Et j'aime l'idée que dans le nom de la journée, il y a le mot soutien aux victimes. Ça me paraît extrêmement important. Il est important aussi de rappeler que cette interdiction de la torture s'applique à tous les États, sans exception, qu'aucune circonstance ne saurait justifier d'y déroger, et ce, partout dans le monde. Ce caractère universel est extrêmement important, et que ces tortionnaires sachent que partout ils pourraient être traduits en justice pour répondre de leurs actes, même si c'est parfois des décennies plus tard. En 1996, encore une conférence internationale sur la torture, puis une longue campagne, et là, quand même, un jalon très important, je l'ai déjà mentionné, c'est la Cour pénale internationale permanente, faisant suite à des tribunaux qui, eux, étaient ad hoc. C'est en 1998 que l'Assemblée générale des Nations unies adopte enfin le statut de Rome, instaurant cette Cour pénale internationale, qui a des défauts, certes, mais qui, quand même, reste un jalon important dans la lutte contre l'impunité, qui guide ce travail acharné, parce que c'est sur le terreau de l'impunité que peut fleurir, malheureusement, et se propager la pratique de la torture. C'est aussi seulement grâce à la recherche de la justice, rendre justice aux victimes, la seule condition pour retrouver la paix, dans tous les sens du terme, la paix intérieure pour les victimes, mais aussi la paix dans des pays, je ne vais pas les nommer tellement ils sont nombreux. En 2000, troisième campagne intitulée « Pour un monde sans torture ». Vous voyez encore notre optimisme. Cette campagne est lancée et 2 ans plus tard, les Nations unies adoptent le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, qui instaure, et c'est important aussi, un système d'inspection nationale et internationale des lieux de détention, car c'est souvent là que se pratique la torture. Et la prévention est aussi importante que le reste de notre combat. La prévention passe par il y a différents volets, si vous voulez, à la prévention. Aujourd'hui, nous sommes aussi beaucoup dans une prévention qui va cibler les entreprises. Ne pas oublier que c'est aussi une cible pour nous et pas seulement les États. Lorsqu'ils vendent, lorsqu'ils font un commerce ignoble d'instruments de torture. Heureusement, nous avons des bonnes nouvelles là aussi, puisque le Conseil de l'Europe vient de prendre une une recommandation pour mieux réguler et mieux empêcher ce commerce. La prévention aussi, bien sûr, c'est avoir un avocat dès son arrestation, pendant l'interrogatoire, c'est avoir des médecins qui peuvent vous rendre visite dans les prisons. Donc, il y a tout un travail également sur la prévention. Mais cette date de 2002 ne doit surtout pas me faire sauter une date extrêmement importante. C'est la date de 2001, et plus précisément le 11 septembre 2001. Car il y a véritablement un avant et un après. Et j'aimerais vraiment qu'on s'arrête quelques minutes sur ce sujet, car ça a changé profondément la donne, si vous me permettez cette expression. Le système mis en place en 2002, juste au lendemain de ces attaques terroristes, sur la base navale tristement célèbre de Guantanamo, est véritablement comme une tache indélébile sur le drapeau américain, une nation qui se prétendait donc le phare de la démocratie. Et maintenant, c'est devenu un symbole, cette base de Guantanamo, de violations flagrantes et assumées des droits humains commises par le gouvernement américain. Et là, on retombe encore dans des formules très orwelliennes. Je reviens à 1984, ce roman à relire, car on n'a pas dit torture, on a dit technique d'interrogatoire poussée. On n'a pas dit soldats, on a dit combattants ennemis, car ce n'étaient pas des soldats, et donc pas de convention de Genève, pas de droit de la guerre, comme c'est commode. Donc, dans ces cas-là, on se rend compte qu'une nation traumatisée, qui n'a pas pu comprendre cet attentat, je me souviens de la une le lendemain qui était « Why », le seul mot, en immenses lettres.
Cette nation traumatisée a fini par accepter l'idée de la torture. Alors, je ne vais pas généraliser, car bien des voix se sont élevées et ont dû faire face à des critiques. Mais en tout cas, il y a véritablement eu une dérive contre le terrorisme qui nous a obligés à agir, à décupler notre action contre la torture qui devenait presque acceptable. Et notre slogan a été « Pas de sécurité sans droits humains ». Pas de sécurité à tout prix. Des centaines de personnes pourtant ont été détenues sans procès, sans inculpation, et nous avons eu de cesse de demander leur libération ou leur inculpation si véritablement des faits étaient avérés. Et le Sénat américain lui-même, en 2014, a convenu que la torture n'avait servi à rien, que la torture était inutile pour lutter contre le terrorisme. 2014 est justement l'année à laquelle nous avons lancé une campagne, durant laquelle nous avons lancé une campagne mondiale qui s'intitule Stop Torture. Pendant 2 ans, nous avons dénoncé 30 ans d'engagement depuis la Convention, non tenus par les États, malgré le fait que cette Convention a été adoptée. Et Amnesty International avait reçu des informations pendant cette longue recherche de 2009 à 2013, véritablement déprimantes, mais qui n'ont pas entamé notre combativité, qui était que selon ces informations, 141 pays dans le monde, sur près de 200 donc, pratiquaient encore soit la torture au sens propre du terme, soit des formes de mauvais traitements cruels, inhumains et dégradants. Dans ce rapport, nous nous sommes focalisés sur plusieurs pays en particulier, où c'est vraiment endémique, le Mexique, le Maroc, le Nigeria, l'Ouzbékistan et les Philippines. Pourquoi il est important de faire ces rapports de recherche ? Parce qu'en fait, la torture est le plus souvent pratiquée à l'abri des regards, dans des geôles policières, des salles d'interrogatoire, des prisons, des sites noirs comme ceux de la CIA. Et le silence, tout comme l'obscurité, est le meilleur ami des bourreaux. Ne l'oublions jamais. C'est pourquoi l'un des aspects absolument essentiels de notre travail consiste à collecter des preuves irréfutables du recours à cette pratique. Car nous le savons bien, la propagande, notamment, je vais prendre l'exemple encore de la Syrie, avec un rapport absolument terrible que nous avons publié en 2016, son titre déjà est absolument insoutenable parce que c'est abattoir humain, pendaison de masse et extermination à la prison de Saïdnaya. C'est un titre affreux, mais qui reflète réellement la réalité de ce qui s'est passé. Et on devait absolument contrer la propagande de Bachar al-Assad, qui n'avait de cesse de nier l'existence de ces prisons. Donc ces 84 témoins, ce sont des anciens détenus, des juges, des avocats, des personnes qui sont expertes de ce droit international, et notamment de tout ce qui est autour de la détention, qui ont pu être entendus par nos chercheurs. Ils ont expliqué ce qu'ils ont vécu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que ce qui a été décrit par les témoins, c'est ce que nous avons également entendu, également des viols ou des obligations faites à des prisonniers de violer d'autres prisonniers, de participer eux-mêmes à la torture, comble de l'horreur. Et le but est toujours le même, humilier, détruire, casser la dignité humaine, arracher de faux aveux et être certain que cela sera su, car ne l'oublions jamais non plus, on dit souvent que la torture est faite pour faire parler, mais ne soyons pas dupes, elle est faite pour faire taire, non seulement les victimes elles-mêmes, mais leur entourage et plus généralement la société civile, une nation tout entière, dans bien des pays malheureusement. Et une autre caractéristique de notre mouvement est de savoir laisser la parole aux témoins, non seulement à travers nos rapports, mais également dans la vraie vie. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'avais à cœur de revoir quelqu'un que j'ai rencontré il y a plusieurs années, que vous avez eu l'occasion de voir tout à l'heure, qui est également un excellent interprète. Ça, c'est nouveau. Il s'agit donc de Haitham. Donc, je te demande de venir, car j'aimerais que tu puisses toi aussi livrer ton témoignage. Je reprendrai un petit peu la parole par la suite. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je n'aurai juste pour 5 minutes après toi, mais je suis vraiment contente que tu puisses témoigner. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Cécile, merci à Amnesty et merci à vous pour me donner cette chance de pouvoir parler et témoigner. Malheureusement, les histoires de témoignages dans les prisons en Syrie sont presque indénombrables. Et chaque Syrien peut vous raconter une histoire qui aurait dû suffire à mettre fin à cette dictature. Aujourd'hui, j'aurais pu vous parler longuement de la torture des enfants de Dera.
à qui le régime syrien a arraché les ongles. J'aurais pu vous parler longuement de l'enfant Hamza al-Khatib, qui a été torturé jusqu'à la mort. Son corps était un message pour les Syriens. On a trouvé des traces d'électricité et de perceuses sur son corps. J'aurais pu aussi vous parler de mon cousin Hamza, dont la méthode de torture consistait à l'accrocher par son cou en laissant les extrémités de ses pieds toucher une chaise. Il était tout nu et on l'électrocutait dans toutes les parties de son corps sans exception. Omar al-Shukri aurait pu venir témoigner. À ses 15 ans, il a été emprisonné. Pendant que les bourreaux le torturaient, il devait chaque jour leur proposer une nouvelle méthode de comment ils pourraient le tuer le jour J. Il est resté en prison pendant 3 ans. Et il a fini par sortir puisque sa mère a payé une certaine somme, mais il n'a pas pu retrouver son père et ses frères puisque le régime syrien les a tués, faute d'avoir manifesté pacifiquement. Les témoignages sont très nombreux et ceux qui ne sortent pas de ces prisons et de cette prison de Sednaya sont beaucoup plus nombreux que ceux qui en sortent. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter un témoignage, une histoire qui a été vécue par un grand opposant syrien, qui a été vécue par Michel Kilo, qui malheureusement nous a quittés en avril. Je profite pour rendre paix à son âme. Le témoignage de Michel Kilo, et d'ailleurs qui a été emprisonné plusieurs années sous le régime, sous le père Hafez al-Assad et sous le fils Bachar. Le témoignage. J'étais en prison et l'un des gardes un jour s'arrête devant ma cellule et me demande mon nom. Je lui dis je peux te faire confiance puisqu'on n'a pas le droit de dire notre nom. On est obligé de donner le numéro de notre cellule. Oui, tu peux me faire confiance, il répond. Je lui dis Michel Kilo. Il me dit tu es vraiment Michel Kilo? Oui, oui, c'est moi. Ils nous ont dit que tu es un espion israélien et qu'on n'a pas le droit de te parler. Mais tu es vraiment Michel Kilo? Oui, 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 je t'assure que c'est moi, Michel Kilo. Puis il me dit, tu sais que toi et le prisonnier dans la cellule là-bas, vous êtes les hommes les plus courageux du monde. On n'a rien pu tirer de vous sous la torture. C'est qui le prisonnier là-bas? C'est Riyad al-Turk, un autre grand opposant. Quelques jours plus tard, il est venu devant ma cellule et m'a apporté une coupe d'ongles. Il m'a dit « Ne fais pas de bruit, sinon je risque 3 ans en prison à celle de Tadmor. » Un autre jour, il m'a apporté une pomme en cachette. Et comme ça, tous les quelques jours, quand il pouvait, il m'apportait un peu de nourriture. Puis un jour, vers 3 heures du matin, il vient dans mes cellules, il ouvre la porte. Bien sûr, je n'avais pas de montre, mais je lui avais demandé l'heure. Il ouvre ma cellule et il me dit « Viens avec moi, mais ne fais pas de bruit. » Je sors, j'avance avec lui et on va devant une autre cellule. Il ouvre la porte et il me dit « Raconte une histoire à cet enfant. Puisque tu es cultivé, rentre et raconte une histoire à cet enfant. » Je rentre, je vois une femme et un enfant de 5 ans à peu près. La femme tremble, se met en boule dans un coin. J'essaye de la rassurer, mais en vain. Je lui dis ma fille, puisque ma fille a son âge, mais elle n'écoute rien. Je lui redis on m'a demandé de raconter une histoire à ton enfant. Qu'est-ce que je peux lui dire? Elle a hésité à parler, mais elle n'a rien dit. Alors je m'assois et je raconte à l'enfant. Il était une fois un oiseau. Il m'interrompt. C'est quoi un oiseau? Après un long silence, je continue. Il volait au-dessus d'un arbre. C'est quoi un arbre? Je lui chante quelques chansons.
tout en ayant les yeux en larmes. Et puis je ne peux plus. Je n'arrive plus à parler, comme si quelqu'un m'étranglait. Je demande aux gardes de me sortir de là. Et pendant ce temps, je comprends sa phrase « Puisque tu es cultivé, raconte une histoire à cet enfant ». Je demande aux gardes, il n'est jamais sorti de prison, ce garçon. Non. Il est né ici, il ne sait pas ce que c'est un oiseau, il ne sait pas ce que c'est qu'un arbre, ce que c'est l'air, un ballon, le soleil, l'herbe. Je sais que notre conscience ou notre âme essaye de nous protéger de ce genre de témoignages qui blessent. Et peut-être inconsciemment essaie de nous faire croire que c'est faux. C'est une vérité. Et peut-être qu'on essaye de nous faire croire que c'est dans l'histoire. Non, ça se passe aujourd'hui, en ce moment-là. Il y a des gens qui se font torturer dans les prisons en Syrie. Et j'aimerais finir par citer le témoignage d'Omar Choukri, que je vous demande d'aller voir sur Internet. Il a fait un témoignage devant le Sénat américain, qui a dit que pendant son emprisonnement, il y a eu 1 mois où il a eu moins de torture. Plus de nourriture, une pomme de terre entière au lieu d'une moitié. D'ailleurs, quand il est sorti de prison, il pesait 36 kilos. Ou pendant ce mois-là, on n'éteignait plus les cigarettes sur son corps. Et quand il est sorti, il a essayé de voir à quoi correspondait ce mois-ci. Eh bien, c'était le mois où les photos César ont été publiées. Tout le monde parlait de la Syrie, tout le monde parlait des prisons syriens. Donc même si tous les gouvernements et toutes les puissances mondiales ont laissé ce peuple et sont sous silence depuis le début, vous continuez à parler, vous continuez à vous battre et à porter la parole du peuple syrien et des peuples opprimés. Merci à vous. Cécile, si vous voulez bien. Merci à vous. Restez là, mettez-vous aussi. Oui. Merci. À chaque fois que j'entends Eitam, je me dis non, j'aurais pas dû parler après lui parce que j'ai toujours la gorge serrée et à la fois une telle source d'inspiration. Waouh. Je vais juste conclure. En fait, je vais simplement vous dire que j'aimerais conclure cette intervention en disant qu'il est vraiment essentiel de voir la lutte contre la torture comme un combat permanent. C'est quelque chose qui est forcément au long cours, qui va forcément nous demander de la patience, de la persévérance. Parce que tout le paradoxe dans cette situation, c'est que cette pratique inhumaine est à la fois universellement prohibée et incroyablement répandue à travers la planète. Je le disais tout à l'heure, près de plus de 140 pays, au moins, la pratiquent encore. C'est pourquoi nous devons sans cesse rappeler aux États que l'interdiction d'y avoir recours est absolument universelle, que personne ne peut y déroger, car c'est un crime contre l'humanité, c'est aussi un crime qui regarde toute l'humanité. Mais notre cible ne peut être seulement les États. J'ai parlé tout à l'heure des entreprises, mais je voudrais aussi revenir à cette importante sensibilisation du grand public. Car ne nous leurrons pas, rien n'est acquis. Ce ne sont pas seulement des tortionnaires dans un système étatique, ce sont aussi parfois des citoyens comme vous et moi qui finissent par se dire pourquoi pas. Je crois que c'était ce matin que la CAT nous parlait d'un sondage. Eh bien, moi aussi, j'avais eu cette pensée pour ce sondage de 2016, dans lequel il était révélé que 55% des Français et Françaises sont tentés de penser que la torture pourrait être efficace pour lutter contre le terrorisme et pour obtenir des informations fiables. Il faut donc non seulement redoubler d'efforts, mais avoir des efforts constants auprès du grand public, et pas seulement des plus jeunes, toutes les générations, pour faire savoir que toutes les études démontrent le contraire. La torture est bel et bien inutile, en plus d'être la négation même de la dignité humaine et de la civilisation. Oui, je continue de croire qu'un monde sans torture est possible, mais nous avons besoin d'être toujours plus nombreux et nombreuses, et de nous battre avec cette persévérance, quelque chose qui est de l'ordre de la foi finalement, au sens non pas religieux du terme, mais une conviction intime et profonde
qu'on doit tous, ensemble, tenter d'éradiquer ce fléau. Donc je conclurai en vous disant, je compte sur vous, et merci beaucoup de votre attention, et merci beaucoup à ITAM, bien sûr.